L'actualité en mouvement en quelques minutes. Bonsoir à tous et bienvenue sur Chérif la télévision, votre source d'information. L'actualité phare du jour marquée par l'ADN Mali, sur l'initiative du Bureau national de l'association Ansar Dine 2, Seydi Chérif Ousmane Madani Haïdara, une session de formation a été initiée à l'endroit de toutes les sessions de l'association à travers le pays. Cette première étape a concerné la région de Sikasso. C'était ce samedi 10 janvier 2026 dans la dite localité. On en sait plus au micro de nos envoyés spéciaux, Amadou Kamara et Draman Malé. Cette formation, initiée par le Bureau national de l'Ansar Dine, de son éminence à Seydi Chérif Ousmane Madani Haïdara, a pour but de former les membres Ansar dans les techniques agricoles en vue de créer la richesse, l'autosuffisance alimentaire pour le bien-être humain. Notre accompagnement ne fera pas défaut. Chaque fois que vous aurez besoin de la direction régionale de l'agriculture, elle sera à votre côté. La direction sera disponible à tout moment, que ce soit la nuit ou soit pendant le jour. Le message que je voudrais passer, c'est de continuer avec cette initiative. Soit si vous multipliez les volets, la transformation aussi, il ne faut pas oublier la transformation. Qui dit l'agriculture va en pair avec la transformation. Donc si nos produits on parvient à transformer nos produits sur place, vraiment ce sera une très bonne chose. On produit nos produits ici, les gens viennent nous acheter et puis ils partent transformer et venir nous revendre encore à un prix vraiment un peu élevé. Vraiment, l'Amsadine, j'ai du mot à prononcer, tellement que je suis très ému de l'initiative. Les autorités agricoles de la région de Sikasso, présentes à cette formation, ont exprimé leur sentiment de joie et de reconnaissance à l'endroit de l'association Ansar Dine. Je suis très content, très heureux et ébahi par l'organisation. Vraiment, cette initiative, c'est une initiative à saluer. Le gouvernement même peut-être avait initié, surtout au niveau de notre haute autorité. Ils avaient l'intention d'organiser ce genre de formation. Mais malheureusement, vu l'étendue du territoire, vraiment on ne peut pas peut-être toucher à tous les producteurs. Si l'Amsadine prend cette initiative pour venir former ses militants, vraiment, je n'ai que saluer. Vraiment, merci à Amsadine. Merci mille fois. Signalons que cette première étape d'une série de formations a concerné la région de Sikasso, où plus de 200 personnes ont pris part à cette formation, venues de tous les horizons de la région de Sikasso. Par ailleurs, la phase finale de la remise solennelle des décisions de création des commissions foncières villageoises COFOV et des villages cohésion sociale du vivre ensemble dans la région de Koulikoro, respectivement dans les communes du Negueta et celle de Koula, organisée par l'UACDD, l'Union des associations et coordination pour le développement et la défense des droits des démunis. L'exercice s'inscrit dans le cadre du projet portefeuille thématique climat Sahel. Le résultat attendu est de faire en sorte que les chefs de village prennent leurs responsabilités afin de prévenir et gérer convenablement les conflits fonciers agricoles au sein de leur communauté. Il est à signaler que 99% de la région de Koulikoro ont reçu ce document. Suivons-les. Donc, je suis très content et satisfait des décisions qu'on a pu donner au chef du village de la commune du Meguetan. Donc dans la commune du Meguetan, les 25 villages ont installé les COFO, sauf un seul village, Fégoun, qui n'a pas encore compris et que je crois que dans les jours à venir, va également installer son COFO. Donc nous remercions nos partenaires, l'UACDD et surtout Enabel, qui est le partenaire financier et qui nous a permis quand même de faire comprendre aux chefs du village et à leurs conseillers la nécessité des COFO dans les villages. Et on les a quand même donné des cours pour qu'ils puissent comprendre leurs responsabilités et leur rôle dans la mise en œuvre des COFO dans les différents villages de la commune du Meguetan. Oui, je suis très content. Tout d'abord, je félicite tout le monde et aussi les chefs de village par rapport à leur engagement. Et on félicite aussi le partenaire, bien sûr le partenaire Enabel, puisque tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, les fonds viennent du portefeuille thématique climat Sahel qui est financé par l'État belge. Donc je suis très content.
aujourd'hui quand même, cela met fin à la remise des décisions des commissions foncières villageoises. Puisque les COFO, on l'avait fait en 2 vagues. Le premier vague, c'était clôturé. Maintenant, ça c'était l'étape du deuxième vague. Donc aujourd'hui quand même, nous avons clôturé aussi l'étape de du deuxième groupe de COFO. Donc qui prend fin à la commune rurale de Mengetan, qui met fin vraiment à la remise des décisions aujourd'hui. Vraiment, nous sommes très contents puisque le fait de voir que les chefs de village sont prêts et engagés vraiment à sécuriser les terres, c'est une fierté pour l'UACD et aussi ça c'est l'objectif aussi du partenaire. C'est vraiment un sentiment de fierté qui m'anime ce matin en présidant cette cérémonie-là. Donc le foncier agricole, comme vous le savez, elle est confrontée aujourd'hui à des multitudes de problématiques très complexes. Donc, vu cette situation, les plus hautes autorités ont pris une loi appelée loi foncière agricole. C'est cette loi qui autorise la création des commissions foncières villageoises dans tous les villages et fractions du Mali. Donc, c'est dans cette dynamique-là que la sous-préfecture de Koula, avec l'accompagnement de l'IACDD, a créé des commissions foncières villageoises dans les 36 villages de la commune de Koula. D'où la cérémonie de remise de ces décisions aujourd'hui aux différents présidents de commission et les chefs de village. Je suis comblé de joie. Nous saluons le partenaire technique et financier, le projet Enabel et l'association de coordination ISADD pour l'exécution vraiment de la mise en place des COFOV dans la commune de Koula, qui viennent vraiment d'enlever l'épine dans nos pieds, car les chefs de village sont appelés à gérer les conflits entre eux, à faire la médiation avant de venir à la mairie ou bien d'aller au niveau du tribunal. Donc je pense que la balle est dans le cas des chefs de village maintenant. Ok, tout d'abord je suis très content. Aujourd'hui nous sommes dans un espace qui est très important, puisque les commissions foncières villageoises et le deuxième groupe de COFO vient de reçu solennellement aujourd'hui les décisions. Puisque la commune de Koula est composée de 36 villages. Au départ, nous sommes allés avec les 20 villages bénéficiaires des actions directes du PTCS. Mais à ce jour, nous avons aussi remis les décisions des 16 villages. Donc on peut dire que les 36 villages ont reçu les décisions à ce jour. Donc vraiment, je suis très content de voir que les chefs de village vraiment sont responsables aujourd'hui de la gestion, des préventions et aussi la sécurisation des ressources naturelles de leur village. Puisque l'objectif c'était ça. Puisque nous avons vu qu'au départ, la gouvernance foncière, ça a créé beaucoup de problèmes. D'autres ne connaissaient pas les textes, donc ça a créé beaucoup de dégâts dans nos différentes communes. Mais aujourd'hui, avec la nouvelle loi, qui est la loi foncière agricole, qui est promulguée par l'État le 11 avril 2017, cette loi vraiment responsabilise les autorités coutumières vraiment à gérer et aussi à prévenir les conflits dans les villages. Direction Côte d'Ivoire, à Seydi Chérif Iba Haïdara a animé une nuit de prêche au village d'Abou Carrefour dans la fédération Sud-Komoui. Occasion idoine pour le fils du guide spirituel des Amsar de revenir sur les bases d'un islam tolérant et pacifique. Reportage Djakardia Damele avec la voix de Samira Sanogo. Le village d'Abou Carrefour dans la fédération Sud-Komoé avec au premier rang son chef accueille ainsi Seydi Chérif Iba Haïdara qui séjourne depuis un certain temps en Côte d'Ivoire sur invitation des Ansars du pays. Pour cette séance de dévotion, personne n'a voulu se faire raconter le passage du fils d'Seydi Chérif Ousmane Madan Haïdara, raison de cette mobilisation de toutes les couches pour être témoin oculaire de ce jour historique marquant les festivités commémoratives du Maouloud de la fédération Sud-Komoé. Je suis vraiment satisfait de l'arrivée de Iba Haïdara dans notre région Sud-Komoé et en particulièrement à Abou Carrefour. Vraiment, je suis tellement content de vraiment croiser Iba avec tout ce monde-là. Vraiment, ça nous va droit au cœur d'avoir reçu Iba dans notre localité. Donc, c'est ça qui est notre joie aujourd'hui. Je veux donner seulement, c'est l'entendre. L'entendre, la population. Nous sommes des jeunes. Dieu nous a donné une opportunité pour gérer un village où il y a les vieux, il y a les papas, il y a les mamans que nous on dirige. Donc vraiment notre prière pour que Dieu puisse nous guider
pour qu'on puisse gérer notre communauté et nos populations. Très ému de la présence parmi eux d'un des fils du président de la Fédération islamique du Mali, le chef du village d'Abou Carrefour, fervent sympathisant du guide spirituel de Zansar, exhorte les habitants de sa localité à tirer profit de l'enseignement de l'autre. Le message que j'ai pour donner à nos populations, c'est l'entente, de se mettre ensemble pour pouvoir avancer. Si on se met ensemble, vraiment les idées viennent, vraiment pour que le village puisse avancer. Voilà, donc j'aimerais, après le départ de IBA, tout ce que nous on pense comme le développement, pour le développer nos villages, pour vraiment nos jeunes, pour qu'il y ait des emplois, il y ait des projets venus pour donner nos jeunes. Vraiment, c'est notre inquiétude qui est là, pour que la jeunesse puisse avancer et vraiment les papas, les mamans soient satisfaits. Donc c'est là le message qu'il peut lancer aussi l'endroit de la population. Outre les militants Zansar et sympathisants du village d'Abou Carrefour, la cérémonie a également enregistré la participation de ceux venus d'ailleurs dans l'objectif d'écouter le prêche de ceux de Chérif Iba Aïdara. Nous sommes vraiment contents de le voir chez nous aussi dans la fédération Sud-Koumé, surtout à Abou Carrefour. Iba Aïdara, c'est un événementiel. Aujourd'hui, dans le monde entier, tout le monde parle d'Iba Aïdara. Par ces merveilles, le fait de repentir les jeunes dans la religion musulmane et de faire la baya surtout aux jeunes, surtout les jeunes. Ici, dans la sous-région, vous savez qu'il y a beaucoup de phénomènes qui se passent. Donc un tel prédicateur dans notre région ici, venir convertir les jeunes à l'islam, vraiment c'est une immense satisfaction que nous avons. Se réjouissant de la réussite des travaux suite à la bonne organisation et le dévouement des militants, les responsables Ansar saluent les efforts de ceux de Chérif Iba Aïdara pour la promotion de l'islam de paix et de vivre ensemble. Nous remercions ces pèlerins d'avoir honoré vraiment notre invitation. Voilà, parce que chaque année, la fédération organise cette manifestation qui est la commémoration de la naissance du prophète, paix et salut sur lui. Et que cette année, nous sommes à la 9e édition. Voilà, c'est la première fois que nous organisons cette manifestation avec un fils du guide Chérif Ousmane Madane Aïdara. Donc ça a envoyé un plus à la cérémonie de cette année. C'est pour cela que vous voyez que cette année, on est bordé de monde. Ce qu'on peut dire, on peut dire que le chef est très chanceux. Voilà, parce que c'est un chef vraiment qui n'a pas cessé d'aimer le guide et sa famille. C'est sa première fois même de voir la famille du guide. Après son accueil triomphal sur le site de prêche, Asseur de Chérif Iba Aïdara a dans son intervention salué la mobilisation de tout un chacun pour la réussite de l'événement, notamment les militants Ansar pour leur engagement quotidien à la cause de l'islam tolérant. À retenir que cette séance de dévotion rentre dans le cadre du traditionnel Mawlid fédéral de la région. Et pour cette 9e édition, dont le clan est rehaussé par la présence de ceux de Chérif Iba Aïdara, a vu la présence des délégués venus des 33 sous-sections de la Fédération Sud-Koumé. Qu'Allah facilite la suite de cette tournée de ceux de Chérif Iba Aïdara en terre ivoirienne. À présent, voyons ce qui fait l'essentiel du tour du monde, commenté en bref et en images par El Hadj Moussa Fomba. Israël prévoit de déplacer de force des Palestiniens vers la République autoproclamée du Somaliland, selon le ministre somalien de la Défense. L'État hébreu s'apprête non seulement à établir une base militaire au Somaliland, mais aussi à occuper cette zone, à l'instar de l'occupation des territoires palestiniens selon ces informations. Car il s'agit d'un point stratégique important près du territoire de Bab el-Mandeb, a déclaré Ahmed Moualim Feki aux médias. Cela entraînerait la déstabilisation de toute la région du Moyen-Orient, a-t-il ajouté. Il s'agirait alors d'une grave violation du droit international et d'une atteinte à la souveraineté somalienne selon lui. M. Feki a exhorté le gouvernement israélien à retirer toute reconnaissance de ce qu'il a appelé la région séparatiste. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou n'a aucune autorité légale ou légitime pour reconnaître des entités au sein d'États souverains, a-t-il insisté. Israël exploite les dirigeants séparatistes malgré le fait qu'environ la moitié des zones autrefois connues sous le nom de Somaliland ont réaffirmé leur affiliation à la République fédérale de Somalie au cours des 2 dernières années, a-t-il déclaré.
Pékin, selon son ministre des Affaires étrangères, soutient pleinement la Somalie dans sa présidence tournante du Conseil de sécurité de l'ONU ce mois-ci et se tient prête à partager ses responsabilités en matière de maintien de la paix et de sécurité internationale. La Chine est convaincue que Mogadiscio atteindra le développement et la prospérité et transformera la Corne de l'Afrique en une zone de paix, de développement et de coopération. La Somalie figurait initialement dans l'itinéraire africain du ministre aux côtés de l'Éthiopie, de la Tanzanie et du Lesotho, mais la visite a été reportée en raison d'un changement d'agenda selon l'ambassade de Chine. Les déclarations du président américain Donald Trump concernant le contrôle du Groenland ont sémé l'incertitude au sein de l'OTAN, a déclaré le ministre suédois de la Défense, Pål Jonson. Il a souligné la rhétorique agressive des États-Unis en matière de politique étrangère et a qualifié la situation sécuritaire actuelle de précaire. Il a également déclaré qu'il était préjudiciable d'être imprévisible envers ses alliés et que la Suède suit de près la situation. Johnson a aussi insisté sur le fait que l'avenir du Groenland ne concerne que les Groenlandais et les Danois et aucun autre pays. Dans un entretien avec la presse locale, l'ancien président français François Hollande a de son côté rappelé que des militaires européens étaient actuellement déployés sur l'île appartenant au Danemark. Si les États-Unis devaient, j'en doute, mais on ne sait jamais avec Donald Trump engager une action de force sur le Groenland, il la ferait contre des soldats européens. Ce serait la fin de l'Alliance Atlantique, a-t-il indiqué. Le leader américain ne cesse de réitérer son intention d'acquérir le Groenland, estimant qu'il en va de la sécurité nationale de son pays, pour empêcher la Russie ou la Chine de contrôler ce territoire autonome riche en ressources. Certains médias occidentaux affirment que Trump avait chargé le Pentagone d'élaborer un plan d'invasion du Groenland, bien que les hauts responsables militaires américains ne sont pas très enthousiastes face à cette idée. L'ambassadeur du Danemark aux États-Unis, Jesper Møller Sørensen, a réagi à une déclaration de l'envoyé spécial du président américain Donald Trump pour le Groenland, Jeff Landry, qui avait affirmé que le Royaume avait réoccupé le Groenland après la Seconde Guerre mondiale en violation présumée des normes de l'ONU. Oui, l'histoire compte, le Royaume du Danemark a toujours été solidaire des États-Unis. Après le 11 septembre, le Danemark a répondu à l'appel américain. Nous avons perdu plus de soldats par habitant en Afghanistan que tout autre allié de l'OTAN. Les faits comptent aussi. Le Groenland fait partie du Royaume du Danemark depuis des siècles. Cela a été reconnu à maintes reprises par les administrations américaines, à l'ONU et au niveau international, a écrit l'ambassadeur sur X. Il a également souligné que seul le peuple groenlandais a le droit de décider de son avenir. Le diplomate a noté que l'immense majorité des Groenlandais ont choisi la voie de l'autonomie au sein du Royaume. Cette semaine, les 5 partis représentés au Parlement du Groenland ont réaffirmé leur refus de devenir une partie des États-Unis, a ajouté Sørensen. L'envoyé spécial de Trump pour le Groenland a ajouté que le Danemark, le Groenland et les États-Unis avaient coopéré avec succès dans l'Arctique sur les questions de sécurité au cours des 80 dernières années et a appelé à la poursuite de pourparlers constructifs dans ce domaine sur la base d'un partenariat et d'une alliance. Landry avait précédemment affirmé que le Danemark avait réoccupé le Groenland après la Seconde Guerre mondiale en violation des normes de l'ONU. L'histoire compte, les États-Unis ont défendu la souveraineté du Groenland pendant la Seconde Guerre mondiale, contrairement au Danemark. Après la guerre, le Danemark l'a réoccupé, contournant et ignorant le protocole de l'ONU, a écrit Landry sur X. Le ministre cubain des Affaires étrangères Bruno Rodriguez a souligné sur les réseaux sociaux que son pays n'a reçu et ne reçoit actuellement aucune compensation financière ou matérielle pour les services de sécurité rendus à d'autres nations. Cuba ne reçoit et n'a jamais reçu aucune compensation monétaire ou matérielle pour les services de sécurité qu'elle a fournis à quelque pays que ce soit, a réaffirmé Rodriguez. Il a par ailleurs opposé la position de Cuba à celle des États-Unis, affirmant que, contrairement aux États-Unis, le gouvernement cubain ne recourt ni aux mercenaires, ni au chantage, ni à la coercion militaire contre d'autres États. La Havane a réaffirmé son droit d'importer du carburant de marché consentant sans ingérence ni mesures coercitives unilatérales imposées par les États-Unis. Rodriguez a souligné que le droit à la justice sont du côté de Cuba, condamnant les actions américaines comme celles d'une puissance hégémonique criminelle et indisciplinée qui menace la paix et la sécurité non seulement dans cet hémisphère, mais dans le monde entier. Cette déclaration fait suite à l'annonce récente du président américain Donald Trump selon laquelle Cuba ne recevrait plus de pétrole ni de soutien financier du Venezuela
accusant la Havane de fournir des services de sécurité à Caracas. Trump a également déclaré que les livraisons de pétrole vénézuélien à Cuba seraient interrompues. Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées à New York pour protester contre la politique de l'administration du président américain Donald Trump, a rapporté un correspondant de l'agence d'information russe TASS. Les manifestants se sont rassemblés près du Central Park à Manhattan, puis ont défilé sur la 5e avenue où se trouve la Trump Tower gratte-ciel appartenant au président américain. Les manifestants protestent contre les actions du service de l'immigration et des douanes, la politique de l'administration américaine en matière d'immigration clandestine et la politique étrangère de Washington. La situation était calme, la police n'est pas intervenue dans la manifestation. Plus tôt, cette semaine, un agent du service de l'immigration et des douanes a abattu une femme qui avait immobilisé sa voiture au milieu de la route lors d'une opération de recherche d'immigrants clandestins à Minneapolis. Après que les agents lui ont ordonné de sortir du véhicule, celle-ci a redémarré, ce qui a incité l'un des agents à ouvrir le feu sur la conductrice. La femme est décédée des suites de ses blessures. Le maire Jacob Frey a qualifié les agissements des agents du service de l'immigration clandestine et des douanes d'irresponsables et a exigé leur départ de la ville. Le gouverneur de Minnesota a écrit sur sa page Facebook qu'il veillerait à ce qu'une enquête complète, impartiale et rapide soit menée sur cet incident. La secrétaire américaine à la sécurité intérieure, Kristen Nowen, a déclaré que le service d'immigration et des douanes poursuivrait ses activités dans la ville. Elle a souligné que l'agent qui a tiré sur la femme a agi en état de légitime défense et conformément au protocole. Le président Donald Trump a réitéré un point de vue similaire. Et voilà, c'est ce qui met fin à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous à 20h30 pour l'édition en langue bambaraka avec Fatmata Yakani. D'ici là, excellente suite de soirée à tous.